Moi j'ai commencé le chant parce que dans ma famille, du côté de ma mère, il y avait beaucoup d'artistes. Ma grand-mère était danseuse de ballet et chanteuse d'opéra. Son premier mari, mon grand-père, était chef d'orchestre à Bâle, en Suisse, et il était viennois. Et puis après, il y a eu beaucoup d'artistes dans la famille, des chanteurs qui ont essayé, qui ont réussi, pas réussi. Donc j'ai grandi vraiment avec la musique classique et j'ai mis un peu de temps avant de... J'ai commencé tôt, mais j'ai vu que c'était très très difficile comme métier, parce que c'est un métier où on donne beaucoup et peu ont la chance de recevoir en retour ce qu'ils donnent à ce métier. Donc, aimer l'opéra, aimer la musique, tenter de faire sa carrière, c'est un risque, c'est courageux, mais il y en a peu qui ont la chance, comme moi, que ça marche. Dans ma famille, je suis assez unique. Je suis le seul qui est chanté au Festival de Salzbourg, ou à l'Opéra de Paris, ou à la Scala de Milan, ou à l'Opéra de Zurich. Donc j'ai beaucoup de chance, beaucoup de réussite. Donc j'ai vu beaucoup d'artistes avant moi pour lesquels c'était plus difficile que facile. Moi j'ai eu de la réussite, de la facilité je dirais pas, mais beaucoup de réussite. Donc j'ai grandi, j'ai grandi là-dedans, j'accompagnais des membres de ma famille dans les concours de chant, à des festivals de musique de chant. Donc j'ai toujours grandi avec la musique dans les oreilles. Et quand j'ai eu 18 ans, j'ai décidé de quitter Genève, où j'avais grandi, pour aller à Lausanne, au Conservatoire de Lausanne, chez mon professeur américain Gary McVie. Et j'ai commencé mes études. À 18 ans? À 18 ans, je suis parti très vite. Que de la musique? Que de la musique. J'ai fini l'école. Non, que du chant, que du chant. Je me suis concentré tout de suite sur le chant parce que la voix était là, il y avait le potentiel vocal était là et il fallait simplement que j'avance et que je fasse mes armes. Vous définissez comment au niveau vocal? Je suis un ténor lyrique. Ténor lyrique. Ténor lyrique du répertoire romantique, lyrique. Voilà. Avec un thème qui me fait un peu penser est-ce que je disais un ténor français, un thème très très clair comme ça, qui est assez spécifique. J'ai l'impression qu'il y a différents types de voix quand même en fonction des nationalités, de la langue d'origine. Parce que ça, c'est un thème qui me fait plus penser à l'Avanzo. Oui, par exemple, où on a parlé de George Steele ou de Alagna plus lourd, ou Alagna jeune, ou des choses comme ça. Et donc, ou Guedda, parce qu'il chantait beaucoup de répertoire français. Mais je ne sais pas s'il y a vraiment un type de voix, mais c'est vrai que je chante le répertoire français comme Alagna. Je ne roule pas les airs à l'italienne, je chante vraiment en essayant d'être le plus intelligible possible, en bon français, d'une certaine manière. Et voilà, il a été vraiment un de mes grands exemples. Pour moi, c'est un grand monsieur du répertoire français. Vous écoutiez de la musique quand vous étiez enfant aussi? Non, j'écoutais peu de musique. On avait de la musique tout le temps à la maison. Oui. Il y avait toujours un pianiste ou des musiciens, quelque chose. Donc, c'est vrai qu'au niveau radio, pop, musique actuelle, de quand j'étais petit, c'était plutôt à l'école ou avec mes amis. À la maison, c'était plutôt la musique classique, on va dire. Mais j'ai baigné là-dedans. Maintenant, j'écoute de tout. À la maison, d'ailleurs, je ne ramène jamais de travail à la maison. Je travaille toujours à l'opéra ou ici au Festival de Salzbourg. Mais j'écoute très rarement d'opéra à la maison. Pas de bureau à la maison. Non, je travaille quand j'ai la chance de vivre à Zurich, où j'ai encore la possibilité de travailler dans les locaux de l'Opéra de Zurich. Donc j'ai libre accès au piano et aux salles. Et quel est le rôle qui jusqu'ici vous a le plus marqué? C'était Rodolfo dans La Bohème. Ah bah oui. Parce que je pense que c'est le rôle absolu des jeunes ténors lyriques de mon type. Et je crois qu'il n'y a pas... Enfin, il y a sûrement des ténors qui préfèrent le Duc de Mantoue ou dans Rigoletto ou Edgardo dans Lucia de la Mer Morte. Mais pour moi, Rodolfo, c'est vraiment le rôle qui me définit le plus actuellement, tant vocalement que musicalement. Romantique. Très très romantique. Ben, c'est l'âge, c'est maintenant, je nage là-dedans. Et votre rêve? Je pense que mon rêve, c'est à très long terme de chanter Don Carlo en français et Hoffmann. Ça, ce seraient deux des rôles que j'aimerais beaucoup chanter d'ici une 10-15aine d'années. Vous l'avez vu cet enregistrement d'Alagna dans Don Carlos? Oui. Oui. J'ai le DVD, c'est au Châtelet, c'est absolument superbe. Et ça, c'est vraiment un rêve pour moi. Donc, j'adore Don Carlo, mais en particulier en français, puisque c'est ma langue. Donc.
Ça fait quoi de travailler au Festival de Salzbourg? Alors moi j'ai beaucoup de chance parce qu'à mon âge j'ai déjà 5 ans, ça fait 5 ans que je travaille au Festival de Salzbourg. Wow. Donc Pereira m'a amené de Zurich à Salzbourg et j'ai 4 festivals d'été, 2 festivals de Pentecôte, un festival de Pâques à mon palmarès et je m'estime extrêmement chanceux parce que c'est quand même, pour moi être ici, c'est comme si la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques du monde de l'opéra se mettaient ensemble au même endroit. C'est absolument fabuleux comme endroit, parce qu'il y a tout le monde, il y a tous les grands, que ce soit des grands rôles ou des petits rôles que j'ai chantés ici, je me suis toujours senti chanceux et surtout d'avoir la chance d'être sur scène et de m'imprégner des grands. Quand je chantais le petit rôle, le comte de Lerme dans Don Carlo, et j'étais à côté de Matthis Salminen, Jonas Kaufmann, Arteros, Monsieur Papano dans La Fosse. Pour un jeune chanteur, c'est extraordinaire, juste magique. Et maintenant, je commence à m'affirmer de plus en plus dans mon répertoire. On sent maintenant que je chante de plus en plus, surtout là dans Thaïs, où il y a 2 ans, quand j'ai chanté dans Fierabras de Schubert, c'était un rôle très très long, j'étais tout le temps sur scène. La responsabilité qu'on a quand on est à Salzbourg, d'être au top. C'est forcé, quand on est entouré d'une équipe Quand on a, quelles que soient les équipes, quand on est à Salzbourg, il y a quelque chose qui fait que c'est spécial, c'est particulier. Si quelqu'un venait vers vous et ne connaissait rien en opéra et vous disait « je veux découvrir l'opéra qu'est-ce que vous lui racontez? Alors, je vais vous raconter une anecdote par rapport à ça. Quand j'avais 18 ans, je suis sorti avec une fille à Genève qui n'avait jamais été à l'opéra et j'ai fait l'erreur de l'emmener voir Tristan et Isolde de Wagner. Tellement c'était une production absolument superbe d'Olivier Py. C'était un de ses plus grands chefs-d'œuvre d'ailleurs qu'il ait fait. C'était absolument superbe. Et j'ai eu de la chance parce qu'elle a beaucoup aimé. Elle a dormi, mais elle a beaucoup aimé. Moi je pense que pour ce qu'il y a de plus parlant, pour les gens qui ne connaissent pas l'opéra, je pense qu'il faut toujours il faut toujours un peu faire ses devoirs avant, lire quelque chose, écouter une émission qui parle de cet opéra, quel qu'il soit. Je pense que les Da Ponte de Mozart sont vraiment accessibles, ce sont des histoires c'est intemporel, ça va traverser les âges et ce sera toujours d'une certaine manière un peu toujours d'actualité. Chez Verdi, je dirais effectivement la Traviata. Et chez Puccini, quelque chose comme la Bohème, que j'adore particulièrement, mais je trouve que c'est un langage qui parle à tout le monde. Oui. Mais je dirais effectivement d'aller voir Les Noces ou Don Giovanni ou Così fan tutte, c'est un langage, je pense, qui parle à tous les âges et à toutes les couches de la société. Par exemple, si quelqu'un veut aller la première fois à l'opéra, je dirais pas Strauss parce que c'est des morceaux qui sont très très difficiles à... C'est-à-dire que ça peut marcher si on est vraiment pris. Voilà, si on est vraiment pris, mais bonne, il faut que tout soit réuni et puis aussi il faut savoir qu'on va s'asseoir pendant plusieurs heures et c'est pas un langage qu'on connaît quand on va au cinéma, quand on va au théâtre, et même les gens vont très peu au théâtre, mais quand les gens sortent, c'est quelque chose que j'ai découvert en allant du côté germanique de l'Europe, en arrivant à Zurich, c'est que les gens sont extrêmement curieux et sortent tout le temps. Ils vont un soir au cinéma, un jour au Schauspielhaus, au théâtre, un soir à l'opéra, c'est complètement normal. C'est pour ça qu'il y a des troupes dans le monde germanique et qu'il n'y en a pas dans le monde francophone. C'est parce qu'il y a 5 ou 6 représentations par semaine, un roulement qui se fait parce qu'il y a un public pour ça. Et donc les gens sont juste curieux, sortent, découvrent, aiment ou n'aiment pas, mais bon, ils reviennent le mois d'après pour essayer. Et ça, c'est une curiosité que j'aimerais beaucoup qu'il y ait ça en France. Mais c'est une question de culture. De culture, c'est aussi une question de culture, mais que les gens sortent, ce serait vraiment... et découvrent, c'est-à-dire que l'opéra, tant l'opéra, le théâtre que le cinéma ou autre chose, aller au musée ou une exposition, c'est une simple façon de communiquer, c'est un langage. Pourtant, quand on va à Paris, il y a quand même il y a tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup de gens qui vont au musée. Il y a beaucoup de gens qui vont au musée, mais c'est pas Paris, la même... c'est peut-être un peu spécial. Paris, c'est spécial, et c'est pas la même mentalité que la mentalité allemande ou même scandinave, qui est vraiment d'avoir une soif de découvrir tout en même temps. Et est-ce qu'il y a une différence de travail, d'expérience musicale entre travailler en France et travailler en Allemagne? Pour moi pas. On sent quand on va en Allemagne que ce sont un tout petit peu plus, sans être négatif, des usines à gaz, parce qu'il y a
Ah oui. Il y a un roulement, un soir il y a Aïda, le lendemain il y a Lady Macbeth, le lendemain il y a Così fan tutte, c'est tout ça, ça roule. On a l'impression quand on va dans le monde francophone, ou même quand on va à Paris, que les spectacles sont plus... on est plus dans quelque chose de spécial, on se concentre là-dessus, ensuite on se concentre sur un autre spectacle. Même à l'Opéra Bastille. Mais bon, voilà, l'Opéra Bastille c'est particulier, mais c'est l'impression qu'on a dans la plupart des maisons françaises, ou des maisons francophones, ou si on va à Bruxelles ou à Genève, c'est une production à la fois. Et là aussi, quand j'étais à Garnier pour faire Capriccio, j'ai vraiment eu l'impression qu'on était vraiment bien encadré, qu'on avait... Voilà, on était bien. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à chanter à Garnier. Super. Bah, surtout comme je suis né à Paris, pour moi c'était important de chanter à Paris. Et est-ce qu'il y a des œuvres, comme je disais, que vous pensez qui sont agréables à chanter et difficiles pour le spectateur ou pas? Alors, pour ça, je veux dire, je pense que c'est aussi une question d'âge et de quand est-ce qu'on commence à écouter de la musique je pense qu'il y a des musiques plus adolescentes, dans le sens où quand on est jeune, on peut entendre beaucoup de musique, beaucoup de choses. Et après plusieurs années, ces musiques, ces opéras commencent peut-être à nous ennuyer. C'est quoi par exemple? Je vois par exemple, je pense à Puccini, je pense à certains Verdi qui sont très accessibles, très beaux, et qu'on peut entendre toute notre vie. Mais je vois par exemple mes grands-parents qui habitent Paris, et pour eux maintenant, ils commencent à avoir énormément de plaisir à écouter Strauss, énormément de plaisir à écouter même Hindemith et Wagner, ils adorent, ils ont été à Bayreuth pendant des années, ça ils ont toujours beaucoup aimé, mais je pense qu'il y a des musiques, par exemple moi chez Strauss que j'adore, c'est Salomé. Je sais quand j'écoute Electra, quand j'écoute le Rosenkavalier, que c'est une musique qui est belle, mais que j'aimerais dans 10 ans, que j'adorerais dans 10 ans, mais pour l'instant je suis plus attaché à un autre type de musique. Je pense que vraiment il faut entrer dans le monde de l'opéra, dans le monde de la musique, sans a priori, sans se mettre de barrières, et on a le droit de ne pas aimer. Je pense que c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'on a le droit d'aller à un concert et dire mais j'ai pas aimé, ça m'a pas plu, ça m'a pas touché, mais il ne faut pas avoir peur d'y retourner. Agréable à entendre, parce que moi on m'a tellement répété qu'il fallait être ouvert à tout. Mais bien sûr, il faut être ouvert, mais on a le droit de ne pas aimer, et peut-être qu'on aime cette musique 5 ans plus tard, quand on a entendu assez d'autres œuvres pour que notre oreille, ça se forme une oreille, ça s'entraîne. Et moi-même qui suis chanteur, je sais qu'il y a des musiques en ce moment, je les entends, je sens la beauté, mais je n'ai pas encore la maturité pour apprécier un Chevalier à la rose comme je l'apprécierais dans 10 ans. Je le sais, je le sens. Electra, la même chose. Je comprends tout, mais ce n'est pas encore dans mon ADN. Et il y a d'autres musiques, comme la plupart des Puccini, beaucoup de Verdi, le bel canto que j'adore, qui sont pour moi, ou même beaucoup de Wagner aussi. Bizarrement, j'aime beaucoup plus Wagner que Strauss par rapport à ça, qui entrent beaucoup plus facilement en moi que de Strauss. Mais il ne faut pas avoir peur. Je pense qu'il faut aller à l'opéra, il faut aller dans les salles de concert, écouter. On a le droit de ne pas aimer, mais il faut y retourner. Voilà, il faut y retourner. Il ne faut pas se dégoûter parce que c'est comme essayer un restaurant. Je pense que quand on a 20 ans, on n'est pas capable d'apprécier un certain Bordeaux comme on les apprécie à 40 ans. Je pense que les goûts vont avec l'âge et le temps et l'oreille qui se forme à ça, mais il faut surtout ne pas se fermer en disant c'est pas pour moi. Ce qui est très amusant, c'est que beaucoup d'amateurs d'opéra sont aussi des gastronomes. Ah oui, effectivement. On connaît beaucoup qui sont passionnés de gastronomie. Parce que c'est quelque chose ça s'apprend. Il faut apprendre à déguster la musique. Et même dans des opéras qu'on adore, il y a des moments qui nous ennuient, qui ne sont pas forcément nos moments préférés. Mais tout dans tout, il faut que nous, notre responsabilité en tant que chanteur, en tant qu'artiste, c'est d'offrir aux gens qui sont dans le public une escapade, un voyage quelque part qui dure 1 heure. Pour certains, ça va durer 10 minutes. L'extase va durer 10 minutes sur un opéra de 3 heures. Pendant 10 minutes, ils seront loin. C'est gagné. Et pour certains, ce ne sera pas du tout. Pour certains, ce sera 3 heures d'extase. Mais nous, notre travail, c'est de donner ça au public. Et je crois que c'est le plus beau quand il y a des gens qui viennent et qui me disent pendant quelques temps, quand vous avez chanté ça, ou quand il y avait juste l'ouverture, ou c'était magique. Voilà. Là, pour moi, le pari, il est gagné. Moi, comme artiste, le moment que je préfère, c'est le moment où l'orchestre s'accorde. Parce que c'est le moment où on ne peut plus revenir en arrière. On est plongé dans un autre moment. On est déjà plongé quelque part. Et pour moi, c'est le moment, depuis que je suis petit, quand je vais à l'opéra, c'est le moment charnière où
Maintenant, il ne s'accorde plus beaucoup en public. Ou peut-être de moins en moins, mais c'est juste un moment magnifique. Et je pense que pour moi en tant qu'artiste, d'ailleurs, c'est très amusant. Depuis 2 ans, je ne peux plus être dans une salle. Ah bon? J'ai beaucoup de peine à être de l'autre côté du rideau. J'ai besoin d'être sur scène, j'ai besoin de partager. Et je fais des exceptions parce que si je suis invité ou quand on m'invite à voir Placido Domingo. Ah bon, vous ne refusez pas? Ah, on ne refuse pas Placido, on se refuse pas. Placido. On ne refuse pas des bons vins, on ne refuse pas Placido Domingo. Il y a des choses qu'on ne peut pas refuser, mais j'ai beaucoup plus de peine à être receveur qu'avant. J'avais un professeur de piano qui disait exactement la même chose, qu'il ne supportait plus d'aller à un concert de piano parce qu'il n'avait qu'une envie, c'est d'être à la place des Et c'est un peu la sensation que j'ai, peut-être encore plus dans des opéras dans lesquels je pourrais chanter, peut-être dans certains Strauss ou Wagner où j'aurais pas de rôle actuel, peut-être que ce serait plus facile pour moi, mais j'ai de plus en plus de peine à être receveur puisque j'ai pris l'habitude d'être sur scène et de donner, et de partager, et c'est ça le plus important. Et alors qu'est-ce que ça fait de pouvoir chanter à côté de Placido dans ta liste? Je vous dirai ça après. Non, je l'ai rencontré beaucoup de fois, j'ai même chanté pour lui, j'ai auditionné pour lui, on se connaît d'ailleurs, on parle de temps en temps, mais je n'ai jamais chanté à côté de lui, donc ce serait une expérience. Qui est-ce qui m'a le plus appris? Bon, comme collègue, je pense que celui qui m'a le plus appris, c'est Rolando Villazone, puisqu'on a travaillé ensemble, on a fait le Pastore et le Mozart il y a 4 ans, à Zurich et ici. Oui, ici. Hein. Et je dois dire qu'il m'a énormément appris sur l'humilité et sur la légèreté qu'il faut avoir quand on fait ce travail. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et j'ai eu aussi beaucoup de chance à Zurich de travailler avec Thomas Sampson, avec Emily McGee, avec toute une... À Zurich, il y avait quand même une troupe absolument extraordinaire. Et donc j'étais tout le temps sur scène, à partager la scène avec quand même des sommités. Donc j'ai pu beaucoup apprendre. Et chez les anciens, vous écoutez un peu aussi? Oui, j'ai eu écouté beaucoup d'anciens. Mais maintenant je dois avouer que je suis plutôt dans... je travaille pour moi, je chante beaucoup plus qu'avant. Avant, plus jeune, j'écoutais beaucoup les autres chanter, je prenais beaucoup d'exemples, j'écoutais Marcelo Alvarez, Alagna, Domingo, Pavarotti. C'est pas des anciens, ça. Oui, mais j'écoutais des actuels, ou Georges Steele, ou Corelli, ou Del Monaco, ou Aragal, dont j'adorais la voix, que j'adore toujours d'ailleurs. Mais maintenant, j'écoute moins de musique, je dois avouer, et j'en fais plus, ce qui est une chance extraordinaire. Dans l'absolu, si on devait sauver une partition de la fin du monde, on sauverait laquelle? Si je vous disais le Ring, ça en sauverait... Oui, en plus ça fait une Très bien. bonne masse de musique. Bonne réponse. Ou un triptyque, voilà, que ça en sauverait plein. Une bonne masse de musique. Exactement. J'espère que ça n'arrivera jamais. J'espère que personne n'aura jamais à faire ce choix parce que... Je pense qu'en tant que musicien, en tant qu'artiste, c'est trop cruel. Et en tant qu'amateur de musique aussi. Bon, affaire à suivre alors. Absolument. Sur votre carrière, on va suivre. Je me réjouis de vous retrouver, peut-être à Paris. Avec plaisir. Merci infiniment. Merci à vous. Merci.